Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les changements climatiques pressent les villes de changer leur mode de fonctionnement pour devenir carboneutres. Une approche pour éliminer les gaz à effet de serre, les GES, produits par ces institutions publiques. Après la municipalité de Shefford, devenue carboneutre en 2020, de nombreuses villes québécoises ont amorcé ce virage. La petite municipalité de Denham mène ainsi de nombreux projets pour y parvenir. Une collecte de déchets mensuels pour encourager le tri à la source, l'acquisition d'une voiture électrique et même du verdissement. Montréal vise plutôt 2050 pour le faire. Cette métropole multiplie les avancées telles que son plan climat 2020-2030 ou le nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES dans les grands bâtiments, adopté en septembre 2021. Il y a l'urgence du climat, mais qu'est-ce que ça implique pour devenir carboneutre pour une petite municipalité? Nous vous en parlons tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous désirons aborder le virage carboneutre entrepris par les municipalités québécoises. Comment se vivent ces projets et ces contraintes sur le terrain afin de mieux lutter pour l'élimination des gaz à effet de serre responsables des changements climatiques? Pour en parler, je suis en compagnie aujourd'hui de l'honorable Rosa Galvez, sénatrice indépendante pour le Québec et présidente du réseau parlementaire sur le changement climatique de Parlaméricas. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Monsieur le maire de Denham, Pierre Janecek. Bonjour. Allô. Et je suis aussi en compagnie d'Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale et co-responsable du comité regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec sur l'aménagement du territoire. Bonjour. Oui, bonjour. Les véhicules électriques, l'emploi de la géothermie, les panneaux solaires pour alimenter en énergie les municipalités québécoises. Les villes opèrent des changements technologiques devant l'urgence du climat. Comment se vit ce virage vers l'élimination des gaz à effet de serre et comment peuvent-elles être aidées pour poursuivre ou amorcer ce virage? C'est ce que nous allons voir. Pour commencer, on parle beaucoup de carboneutralité ou d'être carboneutre. Qu'entendons-nous par là? Peut-être Madame Galvez? Merci. Bonjour Isabelle. Écoutez, nous avons passé récemment au niveau fédéral la loi sur la carboneutralité 2050. Nous voulons atteindre la carboneutralité si possible avant 2050 et afin d'atteindre pas plus que les 1,5 degrés centigrades de réchauffement planétaire comparé à des niveaux pré-industriels. Alors pourquoi? C'est parce que notre économie, qui est très intense en émissions carbone, a mis trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la planète se réchauffe. Ça, c'est plus important encore pour le Canada, puisque le Canada méridional se réchauffe à 2 fois plus vite que la moyenne planétaire et que l'Arctique canadien se réchauffe encore 5 à 7 fois plus vite que la moyenne planétaire, ce qui cause, c'est ce que nous avons vécu, des événements climatiques extrêmes qui sont très destructeurs des infrastructures municipales. Alors, les villes, évidemment, sont très touchées, puis les changements climatiques, c'est un risque systémique puisque ça atteint tout le monde, partout. Monsieur Turgeon, comment se place le Québec dans ce virage carboneutre? Je dirais pas qu'on est brillant. Je dirais même qu'on est assez mauvais. Principalement à cause de notre aménagement du territoire qu'on pratique depuis plus de 60 ans, qui est extrêmement dépendant de l'automobile. Et ça fait en sorte que c'est le secteur des transports qui est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec.
la façon dont on se développe. Et malgré le fait qu'on veut travailler sur les gaz à effet de serre, qu'on adopte des stratégies en matière de mobilité durable, une politique de mobilité durable en matière de transport, qu'on veut resserrer le cadre en matière d'aménagement, année après année, on ajoute au problème plutôt que de contribuer à réduire cette dépendance. Alors qu'on se le dise, la solution, ce n'est pas l'auto électrique. La solution, c'est de créer une ville, des quartiers, des courtes distances, une ville où on est capable progressivement, année après année, à s'affranchir de plus en plus de voitures, faire en sorte que les ménages se contentent pour commencer éventuellement d'une seule voiture, voire éventuellement avoir que des autos en libre service, donc une voiture par 10 ménages. C'est vers cette direction-là qu'il faudra aller pour se sortir de répondre aux besoins de la carboneutralité et toute initiative visant à électrifier les transports lourds peuvent avoir des gains accessoires sur d'autres enjeux, à la limite, sur la qualité de l'air, parfois, pas tout le temps, mais d'un point de vue gaz à effet de serre, puis on convient que c'est l'enjeu important pour la société pour les prochaines décennies, ça va rien régler. La petite municipalité de Dunham a amorcé ce virage carboneutre. Comment on devient une municipalité carboneutre, Monsieur Jansek? Moi, j'ai bien aimé le monsieur qui a parlé avant moi. Là, Monsieur Turgeon. C'est vrai que les autos électriques, nous, on a fait l'acquisition d'une auto électrique pour 2 municipalités pour avoir moins de gaz à effet de serre, puis donner, autrement dit, montrer au monde comme quoi que les municipalités, ils s'en vont vers l'électrique et puis encourager les autres qui achètent des autos ou des petits camions électriques. Nous, qu'est-ce qu'on préconiserait? C'est qu'avoir un transport en commun qui pourrait aller chercher ce monde-là un peu partout dans nos municipalités. Ça, je pense, ça aiderait beaucoup moins d'autos sur les routes. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Ça briserait moins les chemins qu'on a présentement parce qu'avec les hivers qu'on a, les printemps hâtifs, puis même les hivers qui fait chaud de plus en plus, les chemins sont de moins en moins carrossables, puis ça coûte de plus en plus cher à faire des chemins. Présentement, là, regardez, la bitume, là, c'est incroyable. Les coûts, ils ont explosé de 30 à 40 quand tu veux construire un chemin. Fait que tout ça, c'est supposons qu'on pourrait avoir un transport en commun, avoir moins d'automobiles sur les routes, un peu moins de camions, ça brisera moins les chemins, et puis on sera pas obligé d'acheter de la bitume à tous les 7-8 ans pour recommencer des chemins qu'on fait là, présentement. Là. Fait que tout ça mis ensemble, mais je pense que ça aiderait beaucoup notre planète. Là. Regardez, des petites municipalités comme nous autres, on a adopté une politique environnementale, mais c'est pas juste la petite municipalité de Dunham, il faut qu'ils fassent ça. C'est le monde en entier. On parlait de transport tout à l'heure. Là. Regardez, moi, j'ai rien contre le monde qui voyage, mais comment est-ce qu'il y a que de jets puis de gros avions qui partent de Dorval encore pour aller en vacances? Puis j'ai rien contre le monde qui prenne en vacances. C'est correct, ça. Mais regardez, tout ça, c'est pas bon pour la planète non plus. Vous savez, on veut bien, on est tous pour la vertu, mais est-ce que tout le monde fait un effort pour garder la planète vivante? Oui, justement, plus de 400 municipalités québécoises ont signé la déclaration d'urgence climatique il y a 5 ans, et de plus en plus de villes ressentent les effets de ces changements climatiques sur leur territoire. Donc, tout commence par une politique climatique, même s'il faut adapter l'approche carboneutre, je le comprends bien, selon la taille de la ville et de ses propres enjeux territoriaux. Madame Galbès, comment on peut les aider à adapter cette approche-là, finalement, pour que tout le monde, on le comprend bien, tout le monde participe?
Alors, je suis complètement d'accord avec M. Turgeon, avec M. Jassenet, que ça nous prend un changement de paradigme. Ça nous prend de changer les anciennes façons de voir, qui est une économie linéaire, qui prend de la nature, qui manufacture, puis qui jette tout ça à la poubelle. Il faut changer ça en une économie circulaire. Ça nous prend de savoir consommer, de faire une consommation plus responsable, de savoir choisir les produits que l'on consomme et pourquoi on les consomme. Puis pour ça, il faut des législations qui vont nous donner l'information au sujet des produits. Il faut électrifier avec des ressources renouvelables et puis les ingénieurs et les scientifiques nous ont donné une panoplie des options. Vous savez, il y a l'hydroélectricité, mais il y a aussi les marées, les vents, les solaires, la biomasse, etc., et l'hydrolien. En fait, il y en a une portfolio très importante et nous devons avoir effectivement des législations qui vont dans ce sens-là. Donc, la loi sur la carboneutralité qui affecte tout le monde, tous les secteurs, incluant les municipalités, doit avancer, mais le gouvernement doit être plus clair. Donc, il commence à donner des plans pour redresser secteur par secteur. Il y a des secteurs plus facile à décarboniser, il y a d'autres qui sont plus difficiles. Effectivement, les transports, pas seulement des personnes, mais les transports de marchandises, les transports des ressources naturelles se font par train, par des grands camions, et donc il faut électrifier tout ça. Mais comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, on a maintenant des options. Donc, la conscientisation des gens est presque à un grand niveau. Il y a plus de 70% des Canadiens qui sont conscients puis qui veulent que le gouvernement aille des actions. Dans le monde, il y a 132 pays qui ont adopté la carboneutralité. Il y a 244 villes qui ont adopté la carboneutralité pour 2050 ou même avant. Il y a 823 compagnies qui promettent la même chose, qui représentent 90% du GDP mondial. Donc, c'est vrai qu'il faut passer des promesses à des actions. Oui. Et c'est l'action qui est la plus difficile. Évidemment, il y a la guerre, puis il y a d'autres autres facteurs géopolitiques, mais que l'on espère que seront derrière nous bientôt. Mais aujourd'hui, les énergies renouvelables ne sont pas seulement les moins chères, mais sont aussi les plus propres et sont aussi les plus sécuritaires. Et donc, quand les gens vont connaître encore plus des avantages de cette virement, qui n'a pas seulement, ce n'est pas des choses positives au niveau de l'environnement, mais ça va créer des emplois, ça va nous sauver des coûts, ça va créer de l'innovation, l'économie du savoir, ça va augmenter la compétition, ça va réduire les risques parce qu'on va voir maîtriser ces changements climatiques et ces événements climatiques extrêmes. Donc, je reste positive, peut-être par choix, mais aussi parce que je ressens qu'il y a beaucoup de mouvements et des actions. Oui. Monsieur Turgeon, comment les municipalités peuvent-elles être épaulées pour poursuivre ou amorcer ce virage vers l'élimination des GES? Vous avez parlé donc de notre dépendance à l'automobile, mais il y a aussi les bâtiments, il y a aussi les courtes distances dans les villes. Oui, effectivement. Je l'ai abordé un peu, puis je suis d'accord avec le maire de Dunham aussi, là. Les villes, je pense qu'elles doivent être épaulées au niveau de leur changement de pratique en matière d'aménagement. Mais en même temps, c'est les villes qui sont responsables des questions d'aménagement du territoire. Et c'est sûr que toutes les municipalités au Québec n'ont pas les mêmes enjeux. Oh non, c'est pas les villes ont toutes les mêmes enjeux. Moi, je dis la ville de 500 habitants a les mêmes enjeux, les mêmes patterns de développement urbain que la grande ville de 25 000 ou davantage d'habitants. Par contre, la ville de 500 habitants a souvent pas un urbaniste à son emploi. Là, effectivement, il va falloir avoir de l'aide aux municipalités pour s'assurer d'accompagner et que les municipalités aient l'expertise en matière d'aménagement du territoire
pour mettre en place les bonnes solutions, mais surtout, il va falloir arrêter d'investir dans ce qu'on sait qui ne marche pas. L'augmentation de la capacité routière, l'augmentation du nombre de voies de circulation, d'autoroutes, des projets mégalomanes comme le 3e lien à Québec qui pourrait engouffrer de 10 à 15 milliards pour une absence de besoin en matière de circulation. Il faut arrêter d'investir de l'argent dans les éléments qui vont aggraver le problème et l'investir dans ce qui va nous permettre d'accroître notre sobriété. Juste revenir sur la question de pourquoi je dis que l'auto électrique, ça a pu paraître comme étant une solution parce que, oui, au tuyau, la voiture émet plus de gaz à effet de serre quand elle est électrique. Mais quand je dis on va rien y gagner d'un point de vue changement climatique, juste pour montrer l'énormité du problème qu'on est en train de créer, on calcule que pour répondre aux besoins de l'industrie de l'automobile électrique, il faudrait qu'au cours des 35 prochaines années, on extrait autant de métaux des mines à travers le monde qu'on en a extrait depuis le début de l'humanité. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Premièrement, ça se fait au nom de dégâts épouvantables, parce que l'industrie minière, c'est pas l'industrie la plus propre à travers le monde, peu importe les pratiques qui sont employées. Et d'autre part, c'est des gaz à effet de serre, cette exploitation minière-là. Alors, il faut quand on dit les gens sont pas prêts à perdre du confort, mais on va en perdre de toute façon du confort. On va devoir, Madame a dit, de changer complètement de paradigme. Je pense qu'on n'envisage pas l'importance du changement de paradigme qui va être nécessaire et qui va probablement s'imposer par lui-même parce qu'on n'aura juste pas les ressources pour répondre aux besoins des prochaines années. Oui, Monsieur le maire, Monsieur Chanessec, la Fédération québécoise des municipalités veut que les municipalités soient mieux soutenues dans ce virage vert et demande actuellement au gouvernement plus de financement dans le prochain budget. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider? Bien, c'est sûr. Là. Ben oui, comme M. Turgeon disait, là, dans les petites municipalités comme nous, quand on veut faire un développement de résidentiel durable, nous, on a la chance d'avoir on a un aménagiste, mais des petites municipalités plus petites que nous autres, ils n'ont pas rien de ça. Il faut qu'ils engagent, puis ça coûte excessivement cher pour une petite municipalité où il n'y a pas beaucoup de citoyens qui payent des taxes. Regardez, c'est difficile pour une municipalité de faire un développement durable quand tu n'as aucun effectif à l'hôtel de ville, quand tu as juste le DG, le maire, puis une secrétaire. Là. Il faut que tu engages, ça coûte cher, et puis ça coûte cher aux citoyens pour faire un développement durable, puis que la moitié du monde, ils ne comprennent pas pourquoi ça nous coûte si cher que ça d'administration pour faire un développement. C'est tous ces enjeux, les enjeux que les petites municipalités comme les nôtres font face là, présentement. C'est un défi pour les petites municipalités. C'est pour ça que c'est bien beau là, tout ça, là, virage vert, puis carboneutralité. C'est qu'on est tous pour la vertu, mais ça prend du financement pour aider les municipalités pour avancer dans ces projets-là. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame la sénatrice, comment les municipalités peuvent-elles obtenir donc des fonds publics et privés dans cette course vers la carboneutralité? Merci beaucoup pour la question, je l'attendais. Alors, écoutez, effectivement, nous avons une loi cadre de carboneutralité et effectivement, c'est bien beau de dire ça, mais si le gouvernement ne donne pas les mécanismes pour aider en financement les municipalités, on n'arrivera pas à ça. Donc, moi, j'ai présenté un projet de loi qui est la loi sur la finance alignée sur le climat. Alors, voyez-vous, nous sommes signataires de l'accord de Paris, nous avons cette loi de carboneutralité, nous avons une taxe au carbone, puis, mais les fonds capitaux ne
ruisselle un pas vers le bas pour aider la municipalité à faire ce virage. Le monde parle des coûts au lieu de parler des investissements. C'est vrai que ça va coûter, mais à long terme, on va à épargner sur les santé, sur les combustibles fossiles, sur les dégâts environnementaux, etc. Donc, il faut parler de ces investissements. Donc, cette loi on l'appelle ELFAC, la loi sur la finance alignée sur le climat, que j'ai présentée l'année passée, veut que les grands financiers, les banques, les assurances, les investisseurs, mais aussi les sociétés d'État mères comme la Banque de développement du Canada, comme la Banque d'infrastructure du Canada, s'alignent sur nos engagements climatiques et qui leur ruissellement des argent, les mouvements de leurs argent soient toujours alignés sur ces engagements climatiques. Donc, qui propose qui finance des projets, que ce soit en transport, que ce soit en aqueduc, que ce soit en transport public, que ce soit en électrification ou que ce soit en aménagement, qui soit conforme et en direction vers la carboneutralité. Donc nous, par exemple, on veut changer la responsabilité fiduciaire de ces organisations financières pour dire que il faut s'arrêter de penser que la responsabilité financière, la responsabilité fiduciaire est seulement financière. C'est-à-dire que les bénéfices n'est pas seulement pécuniaires ou en argent, mais on doit penser à des bénéfices écologiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire de durabilité, de sustainabilité. Aussi, il faut éviter il faut avoir l'expertise en changement climatique chez les banques, chez les assureurs, chez les investisseurs. Parce que si on n'a pas cette expertise-là, comment est-ce qu'eux, ils vont comprendre qu'aujourd'hui, il y a un portfolio incroyable d'énergie renouvelable? Comment est-ce qu'ils vont comprendre que les événements climatiques extrêmes détruisent beaucoup des infrastructures de base qui coûtent énormément aux municipalités et que les municipalités ne peuvent pas se permettre de payer. Et la grande question, c'est quand il arrive un événement comme celui à Fraser River Valley, en Colombie-Britannique, qui a détruit toutes les infrastructures, qui paye ça? Alors, pas beaucoup de gens se posent cette question-là, mais c'est nous tous. C'est nous tous. Et il n'y a aucune municipalité qui est préparée ni pour la transition vers la carboneutralité, je parle financièrement, ni non plus pour un accident. Prenez la ville de Lac-Mégantic, est-ce qu'elle était prête pour l'accident qui a eu lieu? Non. Est-ce que la Sutton, la ville en Colombie-Britannique qui a complètement brûlé, est-ce qu'elle était préparée pour ça? Non. Qui paye ça? Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner, merci. Oui. Il y a un besoin de financement, mais il y a aussi un besoin de conseils. Où trouver les bonnes ressources pour faire les bonnes planifications, Monsieur Turgeon? Moyens qui sont à la disposition des municipalités. Vivre en ville, qui accompagne non seulement des villes, mais des petites communautés rurales de moins de 1000 habitants aussi. Une petite équipe de 55 employés. C'est peu pour le Québec, puis les besoins de l'ensemble des municipalités. Je sais que l'Union des municipalités compte aussi développer une équipe pour venir en support et accompagner les municipalités dans les nécessaires changements. On parle de carboneutralité depuis tantôt, là, mais il y a des objectifs concomitants aussi. Le gouvernement du Québec a adopté une politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire qui nous invite à revoir de fond en comble nos pratiques en matière d'aménagement du territoire. Et le gouvernement reconnaît que pour ce faire, il faut qu'on crée des moyens d'aide et d'accompagnement aux municipalités. Donc, ça va se passer par les unions municipales, par des organisations spécialisées d'intérêt public comme Vivre en ville, qui ont la capacité d'accompagner et d'amener les municipalités dans des changements. Et sinon, pour ce qui est de la capacité financière aussi, je pense que il y a des enjeux importants. Là, comment on peut
pas se développer partout juste pour se développer. Il faudra se poser la question, quand quelqu'un choisit de s'établir dans une communauté, pourquoi il le fait? Il va vivre de quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec le territoire sur lequel il veut s'établir? Est-ce qu'il peut pouvoir y travailler, y vivre, répondre à ses besoins de base, notamment sur le plan alimentaire, sans toujours passer son temps à faire 50 km ou plus par jour en voiture pour répondre à ses besoins? Je pense que c'est la notion même de comment on fait pour se maintenir, avoir un certain développement, mais qui est cohérent avec ce qu'on est comme territoire, peu importe où on est sur le territoire. Oui, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Alexandre Turgeon, directeur général au Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. On était aussi en compagnie de monsieur le maire de Dunham, Pierre Janesek, et de l'honorable Rosa Galvez, sénatrice indépendante pour le Québec et donc présidente d'un réseau parlementaire sur le changement climatique de Parle Americas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Il est possible de nous écouter en rediffusion et d'accéder aux archives de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: Disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la Beauce se font en anglais, même s'il est le seul à le parler.